Bonjour, bienvenue à ce cours d'introduction à la linguistique française pour cette unité 6, les 36 ou 37 phonèmes du français. On considère en effet généralement que le français possède 36 ou 37 phonèmes, à savoir 16 voyelles, 17 ou 18 consonnes et 3 semi-voyelles. Le nombre de consonnes dépend de la façon de compter. Si l'on compte la 18e consonne, qui provient de la langue anglaise, alors nous avons bien 18 consonnes. Si l'on ne compte pas ce phonème, alors nous avons 17 consonnes. Voyons tout d'abord le rôle de la glotte et des cordes vocales. La glotte est l'orifice à l'intérieur du larynx. Vous voyez sur ces différents schémas, la glotte ici, à l'intérieur du larynx, délimitée par les cordes vocales. Sur ce schéma, en haut, au centre, vous voyez tout autour le larynx, au milieu la glotte et sur les côtés de la glotte, les cordes vocales. La glotte sert à l'émission de la voix. En effet, lorsque la glotte est grande ouverte, elle permet la respiration et aucun son n'est produit. Regardez le schéma sur la droite, la glotte grande ouverte, l'air passe librement et aucun son n'est produit. Lorsqu'elle est faiblement ouverte, elle produit par contre le chuchotement. Vous voyez ici sur ce schéma à droite, un peu plus fermée, un peu moins ouverte si l'on veut, et la glotte permet le chuchotement. Enfin, lorsque la glotte est resserrée, la force de l'air qui passe à travers fait vibrer les cordes vocales, comme vous voyez sur ce dernier schéma en bas à droite, fait vibrer les cordes vocales et cela produit le son de la voix. On dit aussi le voisement ou la phonation. Alors nous pouvons maintenant découvrir ensemble les 16 voyelles du français. Voyons en premier lieu la différence entre les consonnes et les voyelles. Les voyelles. Après la glotte, si l'air continue son chemin librement, c'est-à-dire sans obstacle, le son produit sera une voyelle. Voyez sur ce schéma à gauche la glotte ici, l'air qui passe à travers la glotte et qui s'échappe librement vers la cavité buccale ou un peu plus en haut vers la cavité nasale. Mais dans les deux cas, l'air s'échappe librement, ne rencontre aucun obstacle et le son produit est une voyelle. En revanche, si après la glotte, l'air est obstrué, c'est-à-dire rencontre un obstacle, alors le son produit sera une consonne. Vous voyez ici, l'air sort par la glotte, de la même façon, et rencontre un obstacle, ici, vous voyez, au niveau des lèvres. Alors, le son produit sera une consonne. Ici, en l'occurrence, puisque l'obstacle est constitué par les lèvres, il s'agira de consonnes bilabiales, par exemple, les consonnes P et B. À la différence des voyelles, les consonnes sont produites avec ou sans l'action des cordes vocales. Autrement dit, il existe des consonnes sonores qui nécessitent l'action, la vibration des cordes vocales et des consonnes sourdes comme la consonne P qui ne font pas vibrer les cordes vocales. Chaque voyelle est différente. Chaque voyelle possède un son particulier que nous appellerons
son timbre. Voyons donc dans cette diapositive la production du timbre de la voyelle. Pour cela, nous devons comprendre le rôle des résonateurs. Pour produire une voyelle, l'air qui passe à travers la glotte doit continuer son chemin librement, sans obstacle. Dans ces conditions, ce qui permet de produire des voyelles différentes, c'est la forme des 4 résonateurs de l'appareil phonatoire. Vous voyez sur ce schéma, à gauche, 1, le résonateur pharyngal, 2, le résonateur buccal, 3, le résonateur labial et 4, le résonateur nasal. Ces 4 résonateurs vont déterminer le timbre de la voyelle suivant des conditions que nous allons étudier. Les 16 voyelles, qu'est-ce qui les distingue? Autrement dit, quels sont leurs traits distinctifs? Tout d'abord, il y a l'oralité et la nasalité. Comme nous l'avons vu, après la glotte, l'air peut s'échapper par la cavité buccale, représentée par la flèche orange là sur la droite, ou par la cavité nasale, ou par la cavité nasale. L'air peut en effet s'échapper par les 2 cavités en même temps, ou bien par la seule cavité nasale ou la seule cavité buccale. Une voyelle peut être donc orale ou nasale. L'oralité et la nasalité dépendent du lieu de passage de l'air, cavité buccale et ou nasale. L'autre trait distinctif, c'est l'aperture, autrement dit l'ouverture. Ici, cette aperture est représentée par le segment CD sur le schéma à droite. CD. Une voyelle peut être plus ou moins ouverte ou fermée. L'aperture dépend de l'espace entre la langue ici et le palais au-dessus. Comme trait distinctif, nous avons aussi l'antériorité et la postériorité, représentées par le segment AB. Une voyelle peut être antérieure ou postérieure. L'antériorité et la postériorité dépendent de la position avancée ou reculée de la langue. Lorsque la langue est en avant, c'est-à-dire aux alentours de la position B ici, lorsque la langue est en avant, alors nous parlons de voyelle antérieure. Lorsque la langue est en arrière, aux alentours de la position A ici, alors nous parlons de voyelle postérieure. Enfin, nous avons les traits de la labialité et de la non-labialité, représentés par le segment EF sur le schéma à droite. Une voyelle peut être labiale ou non labiale. Cela dépend de la forme des lèvres, arrondies ou étirées. Dans le cas du I, par exemple, les lèvres sont étirées. Dans le cas du U, elles sont arrondies. Et nous verrons ça en détail un peu plus tard. Étudions maintenant les traits distinctifs des voyelles à l'aide d'exemples et de schémas pour mieux visualiser. Le timbre de la voyelle dépend du lieu de passage de l'air. Prenons 2 exemples, la voyelle orale A et la voyelle nasale AN. Dans le cas de la voyelle orale A, l'air passe par la bouche, on dit aussi la cavité buccale. Dans le cas de la voyelle nasale AN, l'air passe par la bouche et par le nez,
On dit aussi la cavité nasale. Ce qui distingue, en outre, ces deux phonèmes, A et AN, c'est le fait que, dans le cas de la voyelle A, la langue est en position centrale, tandis que dans le cas de la voyelle nasale AN, la langue est un peu plus en arrière. Voyons maintenant le degré d'aperture. L'aperture, comme nous l'avons vu, dépend de l'espace entre la langue et le palais. Dans le cas de la voyelle A, qui est la voyelle la plus ouverte de la langue française, la langue est abaissée au maximum. Vous voyez ici, le passage est large. Dans le cas de la voyelle I, qui est la voyelle la plus fermée, la langue remonte assez près du palais, comme vous voyez sur ce schéma à droite. Le passage est étroit. Voyons maintenant les traits de l'antériorité et de la postériorité. Le timbre de la voyelle dépend de la position avancée ou reculée de la langue. Prenons deux exemples. Prenons la voyelle I à gauche et la voyelle OU à droite. Qu'observe-t-on? Dans le cas de la voyelle I, la langue est en position avancée. Vous voyez sur le schéma, ici à gauche, la langue en position avancée, à l'avant. Aussi, on parle de voyelle antérieure. La voyelle I est une voyelle antérieure parce que la langue est en position avancée. Dans le cas de la voyelle OU, la langue est en position reculée, c'est-à-dire qu'elle est à l'arrière. Aussi, on parle de voyelle postérieure. La voyelle OU est une voyelle postérieure parce que la langue est en position reculée. Enfin, voyons le trait de la labialité. Le timbre de la voyelle dépend de la forme des lèvres, arrondies ou étirées. Prenons le cas de la voyelle I et le cas de la voyelle U. Dans ces deux cas, pour ces deux voyelles, pour la production de ces deux voyelles, la langue est très en avant. Alors qu'est-ce qui distingue la voyelle I de la voyelle U? Quel est le trait distinctif de la voyelle I? Quel est le trait distinctif de la voyelle U? Eh bien, ce qui distingue la voyelle I de la voyelle U, c'est que pour produire la voyelle I, les lèvres doivent être très tirées. Alors que pour produire la voyelle U, les lèvres doivent être très arrondies. Comme vous voyez sur ces deux schémas, I, lèvres très tirées, bouche très fermée, et U, lèvres très arrondies, bouche très fermée. Voici maintenant un tableau des 16 voyelles françaises classées selon leurs traits distinctifs. À gauche, le trait de l'aperture. Les voyelles sont classées verticalement selon leur degré d'aperture. En haut, les voyelles fermées, comme la voyelle I. Ensuite, les voyelles mi-fermées, comme la voyelle E. Mi-ouvertes, comme la voyelle E. Et les voyelles ouvertes, comme la voyelle A. Horizontalement, en haut, vous voyez les consonnes réparties selon leur antériorité et leur postériorité. De gauche à droite, nous allons des voyelles les plus antérieures, comme la voyelle I, aux voyelles les plus postérieures, comme la voyelle OU. Enfin, en bas, nous voyons les voyelles réparties selon qu'elles sont étirées ou
arrondies. Pour la voyelle A, par exemple, les lèvres doivent être étirées. Pour la voyelle A, par contre, les lèvres doivent être arrondies. Et maintenant, la liste des 16 voyelles françaises. À gauche, les 12 voyelles orales, avec leur nom, un exemple de mot et sa transcription phonétique. Le A postérieur, comme dans pâte, le A antérieur, comme dans pâte, le E fermé, comme dans pré, le E ouvert, comme dans père, le I, comme dans lit, le O fermé, comme dans pot, le O ouvert, comme dans porc, le E fermé, comme dans peu, le E ouvert, comme dans peur, le E sourd ou muet, comme dans le OU français, comme dans fou, le U français, comme dans tu. À droite, les 4 voyelles nasales. Le E ouvert nasalisé, comme dans pain, le E ouvert nasalisé, comme dans un, le O ouvert nasalisé, comme dans bon, et le A postérieur nasalisé, comme dans blanc. Voyons maintenant en détail les voyelles orales fermées, comme la voyelle I. La voyelle I est une voyelle antérieure. Cela veut dire que la langue est en avant à l'intérieur de la cavité buccale. C'est une voyelle fermée, c'est-à-dire que la langue a son dos relevé et qu'elle ferme le passage de la cavité buccale. Vous voyez ici que le passage dans la cavité buccale, le passage de l'air est très étroit. La voyelle I est une voyelle étirée, c'est-à-dire que les lèvres sont écartées pour prononcer la voyelle I. Et puis c'est une voyelle orale, c'est-à-dire que l'air ne passe que dans la cavité buccale, que le voile du palais est relevé pour empêcher l'air de passer par la cavité nasale. La voyelle OU. La voyelle OU est une voyelle postérieure, c'est-à-dire que la langue est située en arrière dans le palais. C'est une voyelle fermée, c'est-à-dire que le dos de la langue est relevé, qu'il ferme le passage de l'air dans la cavité buccale. Vous voyez sur le schéma ici, le passage est très étroit. C'est une voyelle arrondie, c'est-à-dire que les lèvres sont arrondies pour prononcer le phonème OU. Enfin, c'est une voyelle orale, c'est-à-dire que le voile du palais est relevé pour empêcher l'air de passer dans la cavité nasale et pour qu'il n'aille que dans la cavité buccale. Regardons les différences entre les voyelles E et O. La voyelle E. La voyelle E est une voyelle mi-fermée, comme la voyelle E, comme la voyelle O. Mais c'est une voyelle antérieure, étirée et orale. Tandis que la voyelle E est une voyelle antérieure aussi, mais arrondie. La différence entre la voyelle E et la voyelle E, c'est que la voyelle E est une voyelle arrondie, tandis que la voyelle E est une voyelle étirée. Vous le sentez quand vous prononcez ces deux voyelles. Quand je prononce E, mes lèvres sont étirées. Lorsque je prononce E, vous sentez qu'elles sont arrondies. Enfin, la voyelle O. La voyelle O, comme les deux autres voyelles, est une voyelle mi-fermée. Elle est arrondie, comme la voyelle E. Mais, contrairement à la voyelle E, ce n'est pas une voyelle antérieure, c'est une voyelle postérieure. Cela veut dire que lorsque je prononce la voyelle O, ma langue est située plus en arrière.
Sentez la différence. Si je dis E, je sens que ma langue est un peu plus en avant. Quand je dis O, elle est un peu plus en arrière. Voyons maintenant les différences entre les voyelles E, E et O. Ces trois voyelles sont des voyelles mi-ouvertes. La voyelle E est une voyelle mi-ouverte, antérieure, étirée et orale. Mais la voyelle E n'est pas une voyelle étirée, c'est une voyelle arrondie. La différence entre E et E est que la voyelle E est arrondie. Vous sentez cette différence lorsque vous prononcez. Quand je prononce E, mes lèvres sont très étirées. Lorsque je prononce E, elles sont plus arrondies. Enfin, la voyelle O. La voyelle O est une voyelle mi-ouverte, comme la voyelle E et E. Mais contrairement à la voyelle E, c'est une voyelle qui est postérieure. C'est-à-dire que pour prononcer la voyelle O, ma langue doit être en arrière dans le palais. Et vous le sentez quand vous prononcez. E, O. E, O. La voyelle E et la voyelle E. Ces deux voyelles sont antérieures, arrondies et orales. Mais la différence entre la voyelle E et la voyelle E, c'est que la voyelle E est une voyelle mi-fermée. C'est-à-dire que l'espace entre la langue et le palais est plus fermé que pour prononcer la voyelle E. Vous le sentez quand vous prononcez E et E. L'espace entre la langue et le palais est plus grand lorsque je prononce la voyelle E. La voyelle O et la voyelle O. Ces deux voyelles sont des voyelles postérieures, arrondies et orales. La différence entre la voyelle O et la voyelle O est que la voyelle O est une voyelle mi-fermée. Lorsque je prononce la voyelle O, le passage de l'air en arrière, ici dans le palais, est plus étroit que lorsque je prononce la voyelle O. Vous voyez ici que le passage est un peu plus large. Ce n'est pas évident sur ces deux schémas, mais c'est la raison pour laquelle ces deux voyelles sont différentes. Le passage est plus étroit, donc la voyelle est plus fermée, la voyelle O est plus fermée que la voyelle O, pour laquelle le passage est un peu plus large, et qu'on appelle une voyelle mi-ouverte. La voyelle A est la voyelle la plus ouverte de la langue française. C'est une voyelle antérieure, c'est-à-dire que la langue est en avant. C'est une voyelle étirée, les lèvres sont étirées, et c'est une voyelle orale. Vous voyez ici que le dos de la langue est abaissé pour laisser largement le passage à l'air pour prononcer la voyelle A. A et A. Quelle est la différence entre le A de date et le A de pâte? La voyelle A de date est une voyelle antérieure, c'est-à-dire qu'elle est prononcée avec la langue en avant, tandis que la voyelle A de pâte est prononcée avec la langue en arrière. Cela n'est pas évident sur ces deux schémas, mais en regardant bien, on voit ici que la langue est légèrement plus en avant que pour la production de la voyelle A sur le schéma à droite. On voit que l'espace entre le voile du palais et le dos de la langue, d'ailleurs, est un peu plus large ici et un peu plus étroit ici. Par ailleurs, le A de date est une voyelle étirée, c'est-à-dire que pour la prononcer, les lèvres doivent être étirées, écartées. Tandis que pour la production de la voyelle A de pâte,
les lèvres sont plus arrondies. Le E caduc. Le phonème E peut être appelé E caduc, E sourd, E muet ou encore E instable. Sa transcription phonétique, son symbole phonétique est appelé le schwa. Le E caduc est une voyelle mi-fermée ou mi-ouverte, car sa prononciation varie du E fermé au E ouvert. C'est une voyelle antérieure, arrondie et orale. Le schwa, le symbole phonétique du E caduc, ne peut être attribué qu'à la graphie E. La voyelle peut ne pas être prononcée, comme dans le mot petit, prononcé petit ou p'tit, ou dans le mot samedi, prononcé samedi ou samedi. Dans d'autres cas, la voyelle doit obligatoirement être prononcée, comme dans le mot mercredi, prononcé mercredi. Il serait impossible de ne pas prononcer le E caduc dans ce mot. La prononciation du E caduc peut varier de E à E. Un exemple avec le mot fenêtre, qui peut être prononcé fenêtre ou fenêtre. Vous entendez la différence? Fenêtre ou fenêtre. Voyons maintenant ce qui distingue la voyelle 1, comme dans le mot pain, et la voyelle 1, comme dans le mot brun. La voyelle 1, comme dans le mot pain, est une voyelle mi-ouverte, antérieure et nasale, mais elle est étirée, tandis que la voyelle 1 du mot brun est arrondie. Donc la prononciation diffère au niveau de la labialité. 1 de pain est étiré, 1 de brun est arrondi. Voyons maintenant la voyelle an, comme dans le mot blanc, et la voyelle on, comme dans le mot pont. Qu'est-ce qui les distingue? La voyelle an est une voyelle postérieure, arrondie et nasale, mais c'est une voyelle ouverte, tandis que la voyelle on est une voyelle mi-ouverte. Elle est moins ouverte que la voyelle an. Vous pouvez le sentir lorsque vous prononcez les deux voyelles. Prononcez la voyelle an, puis la voyelle on, an, on. Et vous sentez que la voyelle on est un peu plus fermée, un peu moins ouverte que la voyelle an. Voilà, nous avons fini notre étude des voyelles. Passons maintenant à l'étude des 17 ou 18 consonnes. Pourquoi 17 ou 18 consonnes? Comme nous l'avons déjà dit, tout dépend de la façon de compter. Aux 17 consonnes du français, on peut ajouter la consonne nasale, ng, empruntée à la langue anglaise. On trouve cette consonne à la finale de mots comme shopping, jogging, etc. La classification des consonnes. Le premier critère permettant de classer les consonnes est le mode d'articulation. Le deuxième critère de classification est le lieu d'articulation. Voyons le mode d'articulation à gauche. Les consonnes françaises sont classées selon 3 modes d'articulation. Le degré d'obstruction de l'air, la sonorité ou voisement, la résonance nasale ou orale. Les consonnes françaises sont également classées selon un deuxième critère qui dépend du lieu d'articulation. Les consonnes sont donc classées selon 3 zones d'articulation, la zone labio-dentale, la zone palatale et la zone vélaire. Intéressons-nous tout d'abord au mode d'articulation, en commençant par le degré d'obstruction de l'air. Ce trait distinctif permet
de classer les consonnes françaises en 3 catégories: les occlusives, les fricatives et les sonnantes. Commençons par les occlusives. Les consonnes occlusives sont produites dans un premier temps par un blocage complet de l'air suivi d'une libération brusque de celui-ci, comme vous le voyez représenté sur ce schéma à droite. On les appelle aussi des explosives parce qu'il y a un léger bruit d'explosion dans la production. Voyons maintenant les fricatives. Les consonnes fricatives, appelées aussi constrictives ou même spirantes selon les linguistes, sont produites par un rétrécissement du canal vocal. Ce rétrécissement produit un frottement, mais l'air passe et ces consonnes peuvent durer. C'est pourquoi on les appelle également des consonnes continues. Dans l'articulation réelle, on ne les fait pas durer. Notez qu'en latin, fricare signifie frotter. Et vous voyez ici sur ce schéma à droite l'air qui passe à travers un rétrécissement du canal vocal et ce qui produit un bruit de frottement, d'où le nom fricative. Enfin, les sonnantes. Les consonnes dites sonnantes sont les consonnes qui présentent le degré d'obstruction le plus faible à l'émission de l'air. L'air s'échappe plus librement que pour les occlusives ou les fricatives. On distingue 3 sonnantes nasales. L'air rencontre un obstacle total dans la bouche, mais s'échappe librement par le nez. 3 sonnantes dites glissantes. Leur articulation est proche de celle des voyelles I, U et OU, mais l'écart langue-palais est moins important, d'où un léger bruit de frottement rappelant celui des fricatives. Une sonnante liquide vibrante, le R roulé apical ou le R roulé uvulaire. L'air rencontre un obstacle partiel dans la bouche. Enfin, une sonnante liquide latérale pour laquelle l'air passe sur les côtés de la langue. Voyons maintenant un deuxième trait distinctif, celui de la sonorité. On oppose les consonnes voisées ou sonores, articulées avec des vibrations des cordes vocales, aux consonnes non voisées ou sourdes, articulées sans que les cordes vocales vibrent. La sonorité est un trait qui permet de distinguer un phonème d'un autre phonème. Ainsi, par exemple, le son S se différencie de Z et F se différencie de V. Rappelons à l'aide de ce schéma que la glotte est l'orifice situé à l'intérieur du larynx, délimité par les cordes vocales et qui, en se resserrant, provoque la vibration des cordes vocales, c'est-à-dire la production de la voix. Lorsque la glotte est tout à fait fermée, il y a production du coup de glotte. C'est le cas lorsque l'on produit une occlusive glottale. Lorsque la glotte est resserrée, il y a production de la voix. C'est le cas lorsque nous produisons des voyelles ou des consonnes sonores. Lorsque la glotte est tout à fait ouverte, l'air passe librement, il n'y a pas production de la voix. Mais l'on peut produire des consonnes sourdes. Voyons enfin un troisième trait distinctif, celui de la résonance orale ou nasale. En arrivant dans le pharynx buccal, l'air peut suivre 2 chemins différents. Voyez sur ce schéma à gauche. Lorsque le voile du palais est relevé, le voile du palais est ici, à droite sur ce schéma. Lorsque le voile du palais est relevé, on obtient un son de type oral. En effet, le voile du palais relevé ferme l'accès à la cavité nasale. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on prononce les phonèmes correspondant aux graphies ici représentées par V, B et P. Voyons maintenant le schéma à droite, qui représente l'articulation nasale. Lorsque
le voile du palais est rabaissé, c'est-à-dire lorsqu'il permet à l'air d'accéder à la cavité nasale. L'air s'échappe alors à la fois par la bouche et par le nez. L'articulation est dite nasale, par exemple lorsque nous produisons les phonèmes représentés ici par les graphies M et N. Intéressons-nous maintenant au deuxième grand critère de classification des consonnes, qui est celui de la zone d'articulation. Nous distinguerons 3 zones d'articulation. La zone labio-dentale, la zone palatale et la zone vélaire. La zone labio-dentale, la zone palatale et la zone vélaire. Voyons maintenant plus en détail les points d'articulation de la zone labio-dentale. Nous distinguerons les lèvres, auxquelles correspond l'adjectif labial. Notons que nous étudierons en particulier les adjectifs correspondant aux différentes parties de l'appareil articulatoire. Nous avons ici les dents et l'adjectif dental, les alvéoles situées derrière la petite paroi ici, située derrière les dents, avec l'adjectif correspondant alvéolaire. Donc, les lèvres, adjectif labial, les dents, adjectif dental, les alvéoles, adjectif alvéolaire. Voyons maintenant en détail la zone palatale. L'adjectif correspondant à l'ensemble du palais, dur, c'est l'adjectif palatal. L'avant du palais, avec l'adjectif correspondant prépalatal. L'arrière du palais, ici, avec l'adjectif postpalatal. Voyons maintenant en détail la zone vélaire. La zone vélaire, c'est la zone du palais mou. On dit aussi voile du palais. Et l'adjectif correspondant, c'est l'adjectif vélaire. Et à l'extrémité du palais mou se trouve la luette. On dit aussi l'uvule. Et l'adjectif correspondant est uvulaire. Donc pour résumer, les lèvres, les dents, les alvéoles, le palais dur, le palais mou ou voile du palais, la luette ou uvule, avec les adjectifs correspondants labial, dental, alvéolaire, prépalatal, palatal, postpalatal, vélaire et uvulaire. Nous nous sommes intéressés à la partie supérieure de l'appareil articulatoire, une partie qui ne bouge pas, une partie fixe. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie inférieure. La partie inférieure est beaucoup plus mobile. Nous avons les lèvres inférieures et supérieures qui correspondent à la zone bilabiale. Le bout de la langue qui s'appelle l'apex avec l'adjectif correspondant apical. Le dos de la langue avec l'adjectif correspondant dorsal ou médio-dorsal, c'est-à-dire au milieu de la langue. La partie la plus en avant de la langue, qui est la partie prédorsale. La partie en arrière, avec l'adjectif correspondant post-dorsal. Et puis la racine de la langue.
Donc voici un schéma qui résume l'ensemble des lieux d'articulation avec les adjectifs qui leur correspondent. Donc vous avez deux schémas, le schéma de la partie supérieure et le schéma de la partie inférieure. Voici maintenant un tableau général des consonnes et des semi-consonnes, récapitulant les classifications que nous avons opérées à l'aide des différents critères liés au mode d'articulation et au lieu d'articulation. À gauche, verticalement, vous avez les modes d'articulation. Et vous reconnaissez les occlusives, comme P, B, M, T, D, N, Ng, comme dans montagne, que, G, et ce phonème d'origine anglaise, le Ng, comme dans shopping ou jogging. Vous voyez que horizontalement, ces occlusives sont classées selon leur point d'articulation. Bilabial, là il y a une petite faute, excusez-nous. Bilabial, labio-dental, apico-dental, apico-alvéolaire, pré-palatal, médio-palatal et dorso-vélaire. Vous reconnaissez sans doute ici les points d'articulation grâce aux adjectifs dental qui correspondent à dents, alvéolaire, alvéole, palatal, palais, en avant du palais, pré-palatal, en avant du palais, médio-palatal, au milieu du palais, et dorso-vélaire, c'est-à-dire que le dos de la langue est en arrière et se rapproche du voile du palais. Verticalement, nous avons les constrictives, qu'on nomme aussi fricatives, comme fe, ve, se, ze, le, che, je. Et puis, une constrictive ou fricative vélaire, le re, re. Enfin, nous avons les sonnantes qui sont appelées aussi des glissantes, semi-consonnes ou semi-voyelles, comme ye, ve et we. Voyons maintenant plusieurs types de consonnes. Et commençons par les occlusives bilabiales P et B. Dans le cas de ces deux occlusives bilabiales, vous avez un blocage de l'air au niveau des lèvres, puis une libération brutale, puisque ce sont des occlusives. Le voile du palais est relevé, bien sûr, et dans le cas de P, la consonne est sourde, c'est-à-dire que les cordes vocales ne vibrent pas. Dans le cas de B plutôt, la consonne est sonore, les cordes vocales vibrent. Les occlusives alvéodentales T et D. Dans le cas de ces deux occlusives, il y a un blocage de l'air également, mais avec la pointe de la langue derrière les incisives supérieures. C'est pour ça que l'on dit alvéodental, car pour la production de T et D, la pointe de la langue touche la partie qui est juste derrière les incisives supérieures et que l'on nomme les alvéoles. La consonne T est sourde, les cordes vocales ne vibrent pas. La consonne D, au contraire, est sonore, les cordes vocales vibrent. Les occlusives palatales ou vélaires, que et G. Deux cas sont possibles. Si ces deux occlusives sont suivies d'une voyelle antérieure comme I ou U, elles sont dorsopalatales, car dans ce cas, le dos de la langue touche le palais dur. Si ces deux occlusives sont suivies de voyelles comme A ou OU, alors ces deux occlusives sont des consonnes
dorso-vélaire, car le dos de la langue, dans ce cas, touche le palais mou, ou voile du palais. La différence entre la consonne que et la consonne ge, c'est que est une consonne sourde et ge une consonne sonore. Les occlusives nasales me, ne et gne. Dans le cas de l'occlusive me, il y a blocage de l'air au niveau des deux lèvres. Aussi appelle-t-on cette occlusive une occlusive bilabiale. Dans le cas de l'occlusive ne, il y a blocage de l'air au moyen de la pointe de la langue derrière les incisives supérieures. Aussi appelle-t-on cette occlusive une occlusive apicodentale. Vous vous souvenez que la pointe de la langue est nommée apex et que l'adjectif qui correspond à l'apex, c'est apical. Enfin, dans le cas de l'occlusive gne, comme dans le mot montagne, il y a blocage de l'air au niveau du palais au moyen du dos de la langue. Aussi appelle-t-on cette occlusive une dorso-palatale. Les constrictives labiodentales f et v. Dans le cas de ces deux constrictives, il y a un resserrement du passage de l'air avec la lèvre inférieure contre les dents. Aussi appelle-t-on ces deux constrictives des labiodentales. La consonne f est une consonne sourde, tandis que la consonne v est une consonne sonore. Les constrictives alvéolaires s et z. Dans le cas de ces deux constrictives, il y a un resserrement du passage de l'air au niveau des alvéoles, avec la pointe de la langue en bas. Aussi appelle-t-on ces deux constrictives des constrictives alvéolaires. La consonne s est sourde, tandis que la consonne z est sonore. Les constrictives alvéolaires ch et je. Dans le cas de ces deux constrictives, il y a un resserrement du passage de l'air au niveau du palais avant, avec la pointe de la langue en haut et les lèvres arrondies. Aussi appelle-t-on ces deux constrictives des constrictives prépalatales. La consonne ch est sourde et la consonne je est sonore. La constrictive vélaire r. Dans le cas de cette constrictive, il y a un resserrement du passage de l'air au niveau du voile du palais. Aussi appelle-t-on cette constrictive une constrictive vélaire. Enfin, la constrictive alvéolaire latérale l. Dans le cas de cette constrictive, la pointe de la langue est contre les alvéoles et l'air passe sur les côtés. Aussi appelle-t-on cette constrictive une constrictive alvéolaire latérale. Voilà, maintenant découvrons les trois semi-consonnes ou semi-voyelles du français. Nous avons la semi-consonne palatale y. Alors, dans le cas de cette semi-consonne, le dos de la langue est relevé et en avant, et les lèvres écartées. Nous avons la semi-consonne palatale arrondie e. Comme dans le cas de la semi-consonne y, la masse de la langue est en avant et son dos relevé. Mais contrairement à la semi-consonne y, les lèvres sont arrondies. Enfin, la semi-consonne vélaire arrondie w. Dans ce cas, la masse de la langue est en arrière. Son dos est relevé, mais sa masse est en arrière. Et les lèvres sont arrondies.
Voilà, merci de votre intérêt pour ce cours. On se retrouve prochainement pour la vidéo de présentation de l'unité 7, la morphologie du français. Au revoir.